Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi de vous retrouver late et smart comme chaque soir jusqu'au vendredi durant une heure avec mes deux invités. Nous tentons, en général, de commenter, d'expliquer l'actualité économique du jour ou du moment. On va prendre un petit peu plus de recul, on va marier un petit peu science-fiction et géopolitique. Ce soir, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle à l'occasion de la sortie il y a quelques semaines d'un livre géopolitique de l'intelligence artificielle. Son auteur est en plateau. Je vous le présente dans un instant. Pascal Boniface, on organisera ce débat sur les questions d'intelligence artificielle autour de, pour garder le format de l'émission, autour de deux questions de principaux sous-débats au sein de cette émission. D'abord, comment se préparer à l'intelligence artificielle? Sous l'idée de se préparer, c'est est-ce qu'il faut s'inquiéter, est-ce qu'il faut s'enthousiasmer, est-ce qu'il faut craindre un asservissement ou au contraire un épanouissement des masses? Voilà, c'est sur le fond de l'intelligence artificielle et des questions que ça pose qu'on s'intéressera dans une première partie. Et puis ensuite, on s'intéressera à la dimension encore plus géopolitique en fonction de affrontement des États. On se demandera si les GAFAM et la Chine ont d'ores et déjà gagné cette bataille. Il y a plusieurs questions là-dedans, c'est pas les États-Unis et la Chine, c'est côté États-Unis plutôt les GAFAM, côté Chine plutôt la Chine, parce que la Chine est la Chine. Est-ce qu'ils ont déjà gagné la bataille? Voilà, là encore. Et évidemment avec la question de la place de l'Europe dans tout ça. Voilà comment on va globalement s'orienter ce débat autour de l'intelligence, cette émission autour de l'intelligence artificielle principalement ce soir. Donc avec mes deux invités, Pascal Boniface, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et le directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. L'IRIS, vous avez écrit de nombreux ouvrages, et donc ce dernier, je le remonte, géopolitique de l'intelligence artificielle, c'est sorti il y a quelques semaines aux éditions Erol. Nicolas Bavrez, bonsoir. Bonsoir. Vous avez également écrit de nombreux essais, vous êtes essayiste, historien et économiste, et vous allez vous aurez votre regard, on fera ce débat à deux autour de ces questions, mais pas que. Comme chaque soir, une petite question apéritif pour démarrer l'émission, elle nous ramène 2 siècles en arrière. 2 siècles en arrière, ça nous emmène le 4 mai 1821. On est donc à quelques heures, puisqu'on est un peu tard en ce mardi soir, à quelques heures du bicentenaire du décès de l'empereur. Regardez ce tweet, c'était ce matin. Donc, Éric Anceau, donc un spécialiste du sujet, qui nous a fait un décompte comme ça, J-1, 4 mai 1821. La longue agonie de Napoléon se poursuit. On est donc à Sainte-Hélène, à ses proches qui l'entourent. Il demande à plusieurs reprises le prénom de son fils qui lui échappe. Là, il est très malade. Bref, demain c'est le bicentenaire. Je ne vais pas vous poser s'il fallait le célébrer, comment, etc. De fait, le chef de l'État prononcera un discours dans quelques heures. Quel est l'un et l'autre? Quel est, Nicolas, peut-être pour commencer, l'héritage géopolitique de Napoléon en 2021? C'est-à-dire que, est-ce que 2 siècles après, nous, Européens, et peut-être au-delà, mais enfin, j'imagine qu'on va quand même se concentrer sur l'Europe, constatons encore ou pas un héritage géopolitique à l'Empire et à Napoléon? Alors, il y a évidemment un héritage napoléonien, parce que, d'abord, tout le 19e, en Europe et en France, s'est fait à l'ombre portée de Napoléon, et que par certains côtés, un pays comme l'Allemagne est quand même directement né en réaction à la défaite d'Iéna. Défaite côté allemand, évidemment, ça a été un choc. Et le nationalisme allemand est né de Napoléon. De même, tous les systèmes, ce qu'on appelle aujourd'hui le droit continental, et qu'on oppose assez souvent au droit anglo-saxon, ce droit continental a été fait en réalité autour du code civil français, qui a été exporté un peu dans toute l'Europe. Et donc, aujourd'hui encore, beaucoup des traits de l'Europe, en fait, et certaines des frontières, datent de Napoléon. Ce qui est vrai, c'est que la deuxième chose, alors pour notre pays, c'est que à la fois la période napoléonienne marque l'apogée de la puissance française, y compris avec d'énormes excès, et c'est en même temps la fin. Parce que le moment où la France a dominé l'Europe, ça commence avec Louis XIV et ça se finit avec Napoléon. Ensuite, c'est l'Angleterre qui va prendre le leadership, et sur le plan économique, et sur le plan politique, institutionnel, et sur le plan des idées. Et une dernière chose quand même que je voudrais rappeler, c'est que, vous voyez, dans cette
dans cette fameuse crise du Covid, où effectivement la France a fait triste figure. On ne peut pas dire qu'on ait brillé ni par la capacité d'anticipation de l'État, ni par la bonne gestion, ni par la force de notre industrie, ni par la qualité de notre recherche. Mais il n'empêche que ce qui a tenu au bout du bout, et ça a été souvent rappelé, c'est le couple préfet et maire. Ouais. Et le préfet, avec toutes ses qualités et ses défauts, Dieu sait que c'est une institution qui est souvent critiquée, mais le préfet, ce qui nous a aidé encore aujourd'hui, qui a été au cœur de la gestion de cette crise, comme ça a été au cœur de la gestion de la crise et de la lutte contre le terrorisme, c'est le préfet. Et le préfet, c'est le préfet napoléonien. Et je terminerai juste en passant évidemment la parole à Pascal, en rappelant que c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que c'est Tocqueville qui disait que le préfet napoléonien donne la main à l'intendant d'Ancien Régime au-dessus du gouffre béant de la Révolution. C'est vrai que sous Napoléon, en fait, sous le centralisme, alors qu'il a poussé à l'extrême, sous son intelligence qui préfigurait d'une certaine manière, c'est aussi comme ça qu'il gagnait les batailles, parce qu'il avait une capacité à gérer des données qui préfigurait d'une certaine manière l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Mais sous Napoléon, il ne faut jamais oublier qu'on a encore aussi beaucoup de traces de l'Ancien Régime et que ça a été son génie de sortir de la Révolution avec un régime qui reprenait certains traits de l'Ancien Régime. Et dernière chose, je rappelle que la Ve République, c'est un régime unique en son genre, parce qu'il est à la fois bonapartiste, il est à la fois démocrate, et il est à la fois monarchique. Et donc, ce mélange de l'Empire, de la République et de la monarchie, c'est la Ve République dans laquelle nous vivons, et il y a bel et bien un héritage bonapartiste. Pascal, votre regard à vous sur ce legs napoléonien en géopolitique, parce qu'après le legs Napoléon, on ferait des... Oui, mais j'ajouterais les lycées au préfet, parce que c'est aussi quand même le socle éducatif à partir duquel on peut faire les universités, les écoles d'ingénieurs, etc. D'un point de vue géopolitique, moi je serais plutôt critique, parce que effectivement, Napoléon quand même termine sa carrière, pour lui qui est un grand stratège, il la termine mal, par deux guerres catastrophiques, la guerre d'Espagne et la guerre de Russie, qui sont, on parle beaucoup de guerres inutiles, qui étaient des guerres de choix, qui n'étaient pas des guerres de nécessité, et son obstination à vouloir faire un blocus de l'Angleterre, au lieu de s'entendre avec elle pour faire une sorte de Yalta à l'époque, qui aurait préfiguré, et s'entendre finalement que les Anglais aient le contrôle des mers, etc. Du coup, ça l'a entraîné dans la guerre d'Espagne, et puis ensuite dans la guerre de la Russie, une saignée démographique énorme pour la France, dont on ne s'est pas tout à fait remis. Et puis encore aujourd'hui, ce qui est prégnant, pas en France, mais en Europe, c'est la France napoléonienne, c'est la France qui veut imposer par la force sa volonté aux autres pays européens. Et dès que l'on parle d'autonomie stratégique européenne, les autres Européens disent « Mais non, vous nous voulez nous ramener du coup vous nous refaites le coup de Napoléon. Vous juste virer les Américains pour commander à la place. » Et donc, Napoléon était un génie, mais qui a vraiment... le legs, quand même, a coûté cher à la fin, de par ces deux guerres catastrophiques, guerre d'Espagne, guerre de Russie, parce que là, il n'a pas compris les situations et il s'est fait berner. Ouais. Je ne sais plus qui rappelait récemment, enfin, je disais ça, qu'effectivement les frontières de l'Empire, c'était un peu le début de l'Union européenne. Hein. C'était effectivement... c'était pas vraiment sur la base du volontariat. Non, pas sur la base du volontariat, mais c'est un peu les frontières de l'Empire à son apogée, effectivement, avant d'aller se perdre, entre guillemets, du côté de Moscou. Ce que souligne Pascal, c'est que à la fin, les frontières du Congrès de Vienne, en fait, la France est rétrécie par rapport à ce qu'elle était au moment où Napoléon... Ce qui est intéressant, c'est que vous dites, effectivement, c'est qu'y compris hors de France, y compris en Europe, 2 siècles après, on a encore Napoléon encore présent dans les esprits, en tout cas. Le pays dans lequel il est plus populaire, c'est pas un pays avec lequel nous sommes très amis, c'est la Russie. Parce que, bien que Napoléon ait fait la guerre à la Russie, les Russes vouent à Napoléon une admiration sans borne, alors qu'il est plutôt pas tout à fait apprécié, y compris en Allemagne, alors à laquelle il a plutôt rendu un service involontaire, mais à laquelle il a rendu service. D'une certaine manière, il est en tout cas respecté par les Anglais aussi. C'est assez étonnant. Oui. Et il y a une littérature britannique sur Napoléon. Évidemment, il est extrêmement présent, puisque d'une certaine manière, c'est l'apogée de l'Empire britannique et la roule Britannica, et effectivement, elle produit de Napoléon.
On a pris la suite, quoi. Voilà, c'est ce que bon, voilà, on pourrait parler des heures de Napoléon, évidemment. Enfin, vous pourriez. On va pas le faire. Enfin, en tout cas, on a réussi à faire le lien entre Napoléon et la crise du Covid via le préfet. Nicolas, merci. Allez, tout de suite, on aborde notre sujet du jour autour de l'intelligence artificielle. Pascal Boniface, je rappelle, vous avez sorti il y a quelques semaines cette géopolitique de l'intelligence artificielle qui va nourrir nos débats tout de suite. C'est chez Erol. Je voudrais vous faire réagir, enfin vous montrer, voilà, j'ai retrouvé, enfin c'est passé sur Twitter, cette une de Time Magazine du 20 février 1978. C'était titré The Computer Society, comme quoi c'est pas récent cette affaire. Hein. On y voit quoi? On y voit un code barre déjà, on y voit une montre, à l'époque on appelait ça des montres à cristaux liquides. On y voit un terminal d'ordinateur, déjà un circuit imprimé, une calculette. On y voit des gros ordinateurs serveurs avec des bandes. Voilà, à l'ancienne. On est évidemment en plein aujourd'hui dans cette Computer Society. On ne le dit plus comme ça d'ailleurs, mais bon, évidemment, c'est notre vie de tous les jours. Quel est le changement de paradigme complet aujourd'hui qui fait que ce sujet, vous l'évoquez beaucoup dans votre livre, il y a pas mal de craintes autour de l'intelligence artificielle et de ce qu'elle peut provoquer. À propos de craintes, une toute petite actualité, c'était il y a 2-3 jours. Regardez cet article en anglais. La police de New York a renoncé à utiliser les robots de Boston Dynamics, là, les petits chiens. Après, voilà, parce que globalement, voilà, on est en plein dedans, ça fait peur. On voit le petit robot là, effectivement, il se baladait dans les rues de New York, ça n'a pas été très apprécié. DigiDoc, c'est le robot, il s'appelle Spot, il a été il est utilisé à Singapour aussi, effectivement. Bref, alors les robots, c'est de la robotique, c'est ce qu'il y a dedans, hein, qui est éventuellement de l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, le sujet, c'est est-ce qu'il faut s'enthousiasmer ou est-ce qu'il faut s'inquiéter. Déjà, est-ce qu'on est aujourd'hui précisément à un point historique important qui va décider du fait s'il faut s'en inquiéter ou s'enthousiasmer face à l'intelligence artificielle. Il faut ni s'en alarmer, ni s'en féliciter, il faut juste s'en préoccuper. Il faut juste essayer de réfléchir à ce que ça va apporter. Moi, j'ai été très frappé en travaillant là-dessus de voir qu'en 2017, pratiquement aucun candidat n'a parlé de quelque chose qui a une importance aussi bien pour notre vie quotidienne que pour le statut de notre pays à l'étranger. J'espère qu'il en sera un peu différemment en 2022, parce que ça va quand même, notre sort se décide aussi bien. C'est pas parti pour, cela dit, on ne voit pas le sujet tellement monter. Hein. Non, et il y a des sujets qui me paraissent moins importants, qui prennent le dessus, effectivement, du débat, alors que ce sont des enjeux fondamentaux. Mais le problème, c'est que pour parler de ça, il faut un petit peu travailler. Et qu'il ne suffit pas d'agiter un petit peu des fantasmes, des peurs, alors qu'il y a de quoi. Pas seulement avoir peur, on peut dire que c'est formidable. On peut très bien avoir une société dans laquelle les biens seront plus abordants, le partage sera facilité, où on vivra en bonne santé plus longtemps, où effectivement, quelque part, ça pourrait, de façon un petit peu paradoxale, faire le rêve de Marx. Les forces productives seront tellement développées qu'on pourra faire le communisme façon Marx, où tout le monde sera partagé. Là, on serait dans une logique d'émancipation, voilà. Effectivement. Ou alors, ça peut être aussi où chacun est maître de sa propre information, où ça peut créer une société totalement inégalitaire, où une poignée d'individus se protègent eux-mêmes, vont vers l'éternité, refusent de payer des impôts, de partager, se réfugient soit sur Mars, soit sur des îles en extraterritorialité. Les deux scénarios sont ouverts. Ce qui se passera, c'est ce que nous déciderons collectivement. Or, pour l'instant, le danger, c'est de laisser les choses se faire naturellement, sans qu'il y ait une prise en compte politique. Alors, il y a des réveils, heureusement. On le voit avec Biden. On le voit aussi à la manière chinoise, de façon un peu brutale. Jack Ma a été rappelé à l'ordre en disant on y reviendra tout à l'heure. C'est quand même le parti qui commande toujours et pas uniquement les entrepreneurs individuels. Donc, il commence quand même à y avoir une prise de conscience. Et puis, au niveau international, les pays qui ne vont pas prendre ce virage seront comme les pays qui n'ont pas pris le virage de la révolution industrielle au XIXe siècle. Ils seront déclassés. Ils seront déclassés. Alors, il ne faut pas aller vers tout. Il y a des débats qui peuvent être vraiment... qui veulent le coup sur faut-il la 5G ou pas. Mais en tous les cas, le fait d'être dans la course de la compétition technologique sur l'intelligence artificielle, et pour nous, Européens, de ne pas être réduits à être les témoins passifs d'un duel sino-américain, c'est un enjeu majeur. Donc c'est un enjeu majeur pour nous comme individus, c'est un enjeu majeur pour nous Français et nous Européens.
Alors, on reviendra notamment dans la deuxième partie sur la rivalité sino-américaine et sur la place de l'Europe. Je fais un tout petit retour en arrière, j'aurais dû le faire au début. Je donne une définition très large que vous donnez au début de votre livre, celle de Yann Lequin. Voilà, c'est quoi? Un ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés aux humains et à certains animaux. Ensuite, vous expliquez effectivement ça de façon un petit peu plus précise, évidemment, notamment la différence entre le machine learning et le deep learning, qui est la petite inflexion qu'on observe aujourd'hui. Première question très générale de perception. Nicolas, est-ce qu'il faut plutôt être dans une logique d'appréhension ou dans une logique d'enthousiasme aujourd'hui, en 2021, face à cette intelligence artificielle qu'on nous annonce? En tout cas, quel est votre point de vue à vous, le point de vue, je le partage avec Pascal Boniface, c'est-à-dire qu'en réalité, le fait d'être dans la peur, l'appréhension ou la critique ou d'être dans l'enthousiasme, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pas le sujet. Ouais. Oui, parce que ça reste une technologie. Or, comme toute technologie, on sait qu'elle peut avoir le meilleur ou le pire des usages suivant ce qu'on en fait. Le nucléaire, ça peut être Hiroshima et ça peut être une énergie qui reste, quoi qu'on en dise, fondamentale pour essayer de faire de la transition écologique. Donc, la technologie, en réalité, elle est neutre. Ce qui n'est pas neutre, c'est l'usage que les hommes en font. Et c'est vrai que c'est ce qui est intéressant parce que depuis la couverture que vous nous avez montrée, en réalité, c'est pas tout à fait le même âge, parce qu'il y a eu l'âge des ordinateurs, il y a eu l'âge des réseaux, et maintenant, il y a l'âge de l'intelligence artificielle. Il y a eu Internet et les réseaux entre-temps. On est à l'âge de la donnée. Donc, la caractéristique de cette révolution technologique, c'est que on n'en a jamais eu une qui est allée aussi vite. Il avait fallu plus d'un siècle pour la machine à vapeur, il a fallu un demi-siècle pour le... il a fallu aussi presque d'ailleurs un siècle pour l'électricité pétrole. L'ordinateur s'est allé un peu plus vite, mais là, ça va... tout s'accélère. Voilà. La deuxième caractéristique, c'est que tout le monde est touché. Généralement, les révolutions antérieures, c'était les métiers d'exécution. Là, l'intelligence artificielle, par principe, avocat, médecin, ingénieur, stratège, enfin, tout le monde est concerné. Et puis la troisième caractéristique, c'est que c'est vrai que jusqu'à présent, la machine était quand même le prolongement de l'homme. Et là, pour la première fois, on peut avoir la machine qui devient concurrente de l'homme. C'est ce qu'on a vu avec les échecs et surtout le jeu de Go, où la machine a gagné contre le meilleur des hommes à ce jeu, qui est a priori le jeu le plus complexe du monde. Alors, là où les choses sont quand même à prendre avec précaution, c'est qu'en même temps, la machine qui gagne contre le champion du monde de Go, si on la fait jouer aux dames, en tout cas tout de suite, elle en est incapable. Elle perd. Donc, si elle n'a pas le temps d'apprendre, et si on ne l'aide pas à apprendre. Mais voilà donc la donnée. Donc ça, c'est vrai que c'est incontestablement, avec la transition écologique, c'est les deux phénomènes plus structurants du XXIe siècle. Et du coup, ça bouscule le capitalisme et les entreprises. Et ça bouscule aussi la démocratie. C'est ce qu'on a vu avec les élections américaines, ce qui a rappelé le choc Cambridge Analytica qui est expliqué et rappelé dans le livre. Et c'est vrai que les États-Unis, en fait, se sont réveillés à partir du choc de 2016 sur l'élection présidentielle où on a vu à la fois les possibilités de manipulation par des États extérieurs, notamment la Russie, mais aussi de manipulation par certains candidats avec les fausses nouvelles, avec... Pour vous, ça a été ça le déclencheur? Le déclencheur, en tout cas, de la préoccupation. C'est le revirement parce que... on anticipe un peu la future discussion, mais au départ, on a eu deux modèles. Le modèle totalitaire, le Big Brother chinois, et il y avait le modèle libertaire américain sur le thème « Internet, c'est la liberté ». Donc, moins il y a d'États, mieux ça fonctionne, et surtout, plus ça contribue par nature à la liberté. Donc, plus on repousse l'État en dehors,
et donc pas de régulation, et c'est comme ça que c'est une industrie. Alors le paradoxe. Et on a vu que c'était pas aussi simple. Voilà. Qu'en fait, elle était financée. C'était pas forcément vertueux. Financée par l'État américain. Les agences de sécurité américaines étaient très présentes, mais le modèle qui a été vendu était le modèle libertaire. Et en 2016, c'est le moment où ça se fracasse parce que les gens se rendent compte que et ça se retourne contre le capitalisme. Qu'Internet n'est plus forcément un voilà, truc. Si vous voulez, d'un côté, sur le plan économique, on a les monopoles, et les monopoles qui commencent à être plus puissants que les États. Et de l'autre côté, on a la manipulation de l'information et l'intervention, y compris dans l'élection du président des États-Unis. Et donc, c'est là le double choc qui fait que les uns et les autres vont se mettre à dire que il va effectivement falloir repenser, et sur le plan du droit de la concurrence, et sur le plan de la régulation. On voit bien que le sujet, notamment sur les craintes, c'est aussi c'est qui contrôle ces intelligences artificielles. On va y revenir. Je voudrais, alors sur les craintes, dans l'imaginaire, il y a effectivement le cinéma, les Robocop, les Terminators, etc. Il y a un sujet majeur que vous avez évoqué l'un et l'autre, c'est sur l'emploi. À un moment, assez vite, vous dites dans votre livre, Pascal, le développement de l'intelligence artificielle risque fort de donner un coup d'accélérateur au développement des inégalités en créant une masse de gens sans emploi qui deviendront un fardeau, dites-vous, pour les dirigeants de leur pays. L'enjeu, c'est, alors, à l'inverse, aujourd'hui, on sait, notamment par rapport à et vous le dites aussi d'ailleurs dans votre livre, les pays qui ont le plus de robots sont pourtant il y a le moins de chômeurs. Sont les pays où il y a le moins de chômeurs au jour d'aujourd'hui. Ce que vous dites, on ne sait pas si ça va durer. Et en même temps, vous citez aussi, je crois que c'est Gaspard Koenig, vous dites, qui dit, pour former un robot à devenir radiologue, il faut des radiologues. Oui, mais il faut même moins de radiologues pour former des robots que de robots pour soigner. L'enjeu, c'est pour ça qu'il faut anticiper et qu'il faut développer les débats sur ce thème. Moi, je ne suis pas du tout, je suis nul en technologie. J'ai retrouvé des bulletins scolaires en rangeant des papiers où le prof de maths est fâché difficilement avec les maths, etc. Vous le précisez dans l'introduction, mais du coup, c'est pour ça que le livre est accessible. C'est qu'effectivement, ce n'est pas un livre de matheux. Force est de reconnaître que ce sont des sujets importants qui s'imposent à tous. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu anticiper le débat et ne pas subir ces évolutions. Et effectivement, si on n'y prête pas attention, il peut y avoir... pendant très longtemps, c'est Harari qui l'explique, l'État soignait les gens parce qu'il a besoin de soldats et d'ouvriers. Et que si on n'avait pas des soldats capables de se battre et des ouvriers capables de produire, on disparaissait. Mais maintenant, si ce sont des robots qui font tout ça et qu'on n'a plus besoin de soldats parce qu'il y a des drones, des armes artificielles et que les robots produisent, on va se dire qu'est-ce qu'on a à faire de tous ces gens-là. Donc je caricature, bien sûr, je pousse le raisonnement à l'extrême, mais il faut mieux l'anticiper plutôt que de se trouver confronté à une société où il y aurait... Parce que, comme l'a dit Nicolas Bavrez, les précédentes évolutions, c'était ceux qui avaient des métiers peu qualifiés qui subissaient. Là, aujourd'hui, un avocat aussi brillant que Nicolas pourrait être mis en difficulté par des algorithmes, par des jugements... Ils sont à la fois capables d'aller regarder la jurisprudence et Donc, en fait, de réfléchir à la problématique. La plupart de nos métiers, sauf les métiers du CAIR, etc., mais la plupart de nos métiers, les profs, etc., peuvent être mis en cause par cela. Soit on l'utilise en disant... Moi, j'ai eu ces débats au début de le fait qu'on a Internet. Un collègue me disait, finalement, on va perdre le monopole du savoir, on est mis en danger. Je dis non, au contraire. On mettra moins de temps à rechercher la documentation et on gardera plus de temps pour réfléchir. Parce que rechercher les algorithmes et les jugements, c'est très bien, mais la qualité de la plaidoirie, la qualité du raisonnement que l'on a par rapport c'est ça qui fait la différence. Jugement, c'est ça pour lequel Nicolas Bavrez fera toujours la différence. Donc il faut plutôt utiliser ceci comme un apport en disant ça va nous faciliter la tâche, ça va nous débarrasser de trucs un peu fastidieux qui ne sont pas le sel du métier, etc. Mais une fois encore, il faut qu'on en débatte, qu'on y réfléchisse, qu'on l'anticipe. Moi, ma grande crainte, c'est qu'on ait pris un peu en disant, voilà, c'est l'évolution, on n'y peut rien, et qu'il y a quelque chose qui serait naturel, or rien n'est naturel, et qu'on se retrouve finalement, une fois qu'il sera trop tard, avec des évolutions sociétales que l'on pourrait regretter. Est-ce que anticiper c'est uniquement, effectivement, y penser, trouver un cadre légal, réglementaire, parce qu'on ne peut pas freiner. La technologie, on ne peut pas la freiner, on est globalement... D'un point de vue éthique, j'appelle, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je reprends une proposition qui a été faite, de créer un GIEC de l'intelligence artificielle, parce que, par exemple, augmenter la santé. Si on vous dit, on va retarder Alzheimer, on va éviter les infarctus, etc., tout le monde va être d'accord. Mais jusqu'où ça va ?
choisir la couleur des yeux de l'enfant que vous aurez, choisir sa taille, choisir... Vous voyez bien que ce sont des sujets essentiels. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut qu'être tous d'accord, effectivement. Et chacun préfère vivre, et c'est le grand progrès du XXe siècle, on vit plus longtemps en bonne santé par rapport aux générations d'avant la Seconde Guerre mondiale. En même temps, après, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui aurait des petits défauts, on s'en débarrasse jusqu'où là, oui, les questions éthiques sont majeures. Il faut quand même qu'on ait un cadre éthique pour cela, parce que sinon, dans les cauchemars les plus dantesques, quelques savants fous viendront décider. Et il y a déjà quand même des débats là-dessus. Il y a eu des tentatives en Chine. Quelqu'un a été pris la main dans le sac de vouloir faire de l'eugénisme, tout simplement. Or, c'est quand même quelque chose qu'il faut refuser. Le progrès technique doit être un serviteur, il ne doit pas devenir un maître. Or, le danger, c'est qu'il devienne notre maître. Est-ce que, effectivement, encore une fois, la bataille n'est pas perdue d'avance, je suis volontairement caricatural, pas forcément celle sur l'éthique, enfin en tout cas, mais celle de la technologie. Est-ce qu'il n'y aura pas toujours dans un coin un savant fou, précisément pour alors là on parlait de santé, mais globalement c'est pas que la santé qui... Non, mais le cadre éthique, il est effectivement indispensable. On ne peut jamais exclure ce qu'on voit déjà d'ailleurs en Chine, c'est-à-dire qu'en Chine, le cadre éthique, il est pour le moins assez lâche. La géométrie variable, selon. Voilà. Et les questions éthiques, elles se posent déjà. D'ailleurs, dans la partie militaire, elles se posent, par exemple, avec les drones, puisque pour l'instant, les pays développés ont fait le choix d'avoir des opérateurs humains derrière les drones. En réalité, on n'en aura pas besoin. La technologie permettrait parfaitement d'avoir des patrouilles avec des ordres de tir automatiques. Le drone américain, ça peut être au bout du monde, mais il y a un gars avec son joystick en Arizona qui est là pour piloter. Oui. Mais aujourd'hui, le pilote, en réalité, n'est pas indispensable. On a les armées américaines, voilà, c'est un choix. Et c'est un choix éthique, et qui, pour le coup, me paraît fondé. Tout à fait salutaire. Donc, ce qui est vrai, c'est que ces discussions éthiques, par principe, elles ne peuvent pas être conduites simplement par les scientifiques. Donc, c'est là que la technologie est rattrapée par la politique. Elle l'est aussi quand il s'agit de lui donner des règles de concurrence au plan économique. Et puis elle l'a aussi, comme on l'a dit, sur la gestion de l'emploi. Sur la gestion de l'emploi, je ne crois pas que... Est-ce que les emplois dits moins qualifiés sont forcément condamnés par rapport aux robots intelligents? Ce qu'on voit, pour l'instant, c'est pas l'éradication des emplois, c'est la polarisation. Ce qu'on a vu alors avec une violence incroyable en Californie, et notamment dans la Silicon Valley, c'est que la disparition de la classe moyenne, beaucoup d'emplois de super-techistes, et ensuite des emplois de services déqualifiés. Voilà. Et le choc entre les deux, et comme la Silicon Valley maintenant s'est remplie, elle a envahi San Francisco, et la population traditionnelle de San Francisco s'est fait expulser, en réalité, par des gens... À cause des hausses de prix, etc. Oui, et par des gens qui avaient des revenus tels que, de toute manière, les gens ne pouvaient pas lutter. Donc, je crois que c'est ce modèle, c'est plutôt plutôt que la disparition des emplois, je pense que ce qui est à craindre, c'est l'extrême polarisation. Avec donc derrière de nouveau une très grande âpreté des conflits sociaux qu'on voit ressurgir, et également la polarisation aussi donc des statuts sociaux, mais la polarisation aussi la polarisation des territoires. Pour moi, en termes d'emploi, c'est ça le plus grand risque. Vous évoquiez tout à l'heure, comme les futurs emplois probablement préservés, voire qui pourraient se développer, vous avez utilisé l'expression d'emploi du care, donc tout le secteur effectivement où il faut des émotions, ce qui est encore compliqué à conférer aux machines. C'est un point intéressant précisément par rapport, parce que alors, est-ce que ça va devenir des emplois surqualifiés, les emplois du care demain? Ce serait tant mieux peut-être. Écoutez, en tout cas, ils mériteraient effectivement d'être déjà psychologiquement rehaussés, parce qu'ils sont malheureusement souvent considérés de façon péjorative, alors qu'ils sont quand même indispensables. Et
une des leçons du Covid-19, quand même, c'est de montrer qu'ils sont là. Et puis, effectivement, alors peut-être qu'un robot peut vous dire... C'est ni délocalisable, ni transférable à une intelligence artificielle, en fait. Donc, du coup, c'est préservé de deux côtés. Parce que vous pouvez avoir un robot qui fait un bon diagnostic, mais pour vous l'expliquer, pour vous faire amortir le choc, et puis pour vous accompagner dans la vie quotidienne, pour vous donner des émotions, effectivement, les enseignants aussi, il y a bien sûr des choses que l'on peut apprendre sur ordinateur, mais la discussion directe, etc., il y a un tas de métiers qui sont effectivement... qui passent par le contact direct, ou des fonctions dont une partie peut être atteinte par l'intelligence artificielle, mais dont l'autre partie est hors de portée de l'intelligence artificielle, du médecin à l'ingénieur, à l'avocat, au professeur. Et cette partie-là, effectivement, elle n'est pas assimilable par l'intelligence artificielle. Et donc, sur certains points, ces métiers étant déconsidérés, il faut effectivement psychologiquement leur redonner un statut. Et puis aussi les héros, Mais sinon, effectivement, on voit bien que, bon là, le nouveau prolétariat, ce sont les livreurs qui, à vélo, amènent à des gens qui ont plus de revenus que Nicolas a évoqué, de quoi manger le midi. Ça peut être remplacé par des drones. Il y a beaucoup de métiers qui peuvent être menacés par cela. Si on passe tous aux voitures qui se conduisent automatiquement, que deviendront tous les chauffeurs de taxi, les conducteurs, etc. Il y a quand même, on est à l'aube. Regardez, interprète, une profession très qualifiée, elle peut être menacée par l'intelligence artificielle. Précisément, de quelle chronologie, de quel calendrier parle-t-on pour qu'on puisse constater ou voir, ou avec plaisir ou déplaisir, le remplacement d'un certain nombre de métiers. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui remplace vraiment des métiers. Ça commence à peine. Enfin, peut-être que vous allez me donner tort. Mais de toute façon, est-ce que ça commence à se généraliser et que le sujet devienne un problème une question, en tout cas, pour le grand public? Je ne pense pas que ce sera la campagne de 2022 pour quelque chose, c'est que ça peut aller très vite une fois que c'est parti. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ouvert la boîte, ça peut aller très très vite. Si on prend par exemple, je parlais des interprètes, ce sont des métiers très qualifiés, les gens font des études longues, c'est des métiers de haut vol, mais on peut, selon certains scénarios, en quelques années, on peut avoir des systèmes où on peut entendre quelqu'un parler chinois et le comprendre, et dans différentes langues. Donc ça peut aller très très vite justement, parce que... Ça fait plutôt rêver. À part le sujet de l'emploi des emplois des interprètes. Effectivement, mais en tout cas, ça fait moins peur. Ça casserait le mythe de la tour de Babel et de nouveau, effectivement, on viendrait une société où chacun puisse se comprendre. Effectivement, ça serait rêvé. Et dans nos métiers respectifs, ça serait un vrai bonheur que de pouvoir discuter et que chacun garde sa langue, etc. Bien sûr. Donc, il y a attention. Il y a beaucoup de choses très positives dans les... C'est pour ça que je parlais de science-fiction tout à l'heure. Effectivement, dans les films, on voit ça déjà. C'est pas tout à fait de la science-fiction. Parce que c'est proche. C'est proche. Donc, l'intelligence artificielle peut amener des services extrêmement grands à chacun d'entre nous. Une fois encore, à condition... ce que j'ai écrit, c'est que c'est un peu comme le Nil pour... c'est que... C'était Hérodote, effectivement, qui définit le meilleur et le pire. C'est le cadeau pour l'Égypte, mais ça peut être le meilleur si c'est canalisé, irrigué, etc. Ça peut être le pire si on ne fait rien et qu'il y a des inondations ou des crues qui emportent tout. Ouais. Justement, en termes de calendrier, Pascal parle le premier qui ouvre la boîte, quoi. Je ne sais pas s'il faut rester à la boîte de Pandore, mais du coup, qu'est-ce qui peut être l'élément déclencheur sur l'ouverture de cette boîte qui fait que ça irait très vite, selon vous? En réalité, je pense que l'élément déclencheur, il a déjà eu lieu. D'accord. Que c'est l'épidémie. Parce que si on regarde, ça a accéléré de 10 ans. Et notamment en Chine, ça va vous faire transition. Pas seulement. Alors en Chine, oui, mais pas seulement. Parce qu'en Chine, par exemple, justement, la livraison par drone, ils ont commencé à expérimenter. Mais si on prend la télémédecine, par exemple, là encore, alors la France c'est un cas pathologique, mais la CNAM refusait de rembourser la télémédecine. Aujourd'hui, mais ce qui est intéressant sur le soin, justement, je trouve, comme sur tout ce qu'on a évoqué, c'est que ce qui va être stratégique, et là où il faut réfléchir et former les gens, c'est l'interface entre l'homme et la machine. On a pris l'exemple du radiologue, il est excellent. Pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle aura très très vite l'avantage? Pour une raison simple, c'est que un très bon radiologue, il a 5000 ou 6000 clichés en tête avec des cas, et s'il est très bon, il arrive à trouver la machine, elle peut avoir des millions et elle peut trouver, y compris la petite tâche, le truc extrêmement rare, mais qui va peut-être être le bon et vous sauver la vie. À l'inverse, la machine, une fois qu'elle aura trouvé la tâche, elle va juste vous dire qu'il y a la tâche, que ça correspond à... Et évidemment, ensuite, la machine, d'abord, ce qu'on a dit, c'est on ne peut pas lancer à la tête des gens avec simplement
ou un robot qui vous parle pour vous dire que vous avez telle ou telle maladie grave et qu'ensuite il faut aller à la porte d'à côté pour voir comment on peut essayer de prendre ça en charge. Donc il va de soi qu'on pourra avoir un bon diagnostic là, mais des effets sur le malade encore pire que un diagnostic moins exact mais plus humain. Et puis ensuite, il faut des stratégies de soins. Donc vous voyez, il va y avoir l'interface. On parlait des métiers du droit, c'est la même chose aujourd'hui. L'exploitation systématique des bases de données va beaucoup plus vite et beaucoup plus systématique que ce que peut faire une intelligence humaine. Oui. Mais ensuite, derrière, il faut l'intégrer dans un raisonnement, dans une stratégie. Et ensuite, prenez par exemple les métiers du droit, il y a un moment donné où soit vous faites une opération et donc il faut négocier. Et pour négocier, c'est quand même compliqué de laisser deux robots négocier. Donc c'est bon, vous avez encore un peu de boulot. Ou soit c'est un contentieux. Alors là, c'est vrai qu'on commence à voir de l'intelligence artificielle pour notamment stocker les décisions de justice. Ouais. Par exemple, si vous voulez divorcer, vous pouvez rentrer la configuration de votre divorce. Et, le cas de figure a déjà été vu, quoi. Non, et vous avez les chances, voilà, que ce soit qualifié de telle ou telle manière. Mais ça vous donne vos chances, ça ne vous donne pas une décision de justice. Et l'idée de faire juger les hommes par des robots, ça, je crois quand même que c'est une idée qui est extrêmement... c'est pas pour tout de suite. Voilà. En tout cas, ça générera probablement quelques problèmes éthiques pour le moins importants. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on retrouve toujours ces deux problèmes, l'interface homme-machine et évidemment le problème éthique. On marque une très courte pause, si vous le voulez bien. On se retrouve dans un instant. On va parler de qui contrôle ces intelligences artificielles, les États ou les grandes entreprises. Retour dans l'IT Smart, merci de rester avec nous. Une émission largement consacrée aux questions que pose l'émergence de l'intelligence artificielle à l'occasion de l'apparition de ce livre, Géopolitique de l'intelligence artificielle, écrit par Pascal Boniface, qui est l'un de mes deux invités ce soir avec Nicolas Bavrez. Pascal, dans cette deuxième partie, je voudrais qu'on l'a déjà un peu abordé parce qu'on aborde très vite quand on parle de ce sujet, la question de qui contrôle, qui a le pouvoir demain autour de ces intelligences artificielles. J'ai essayé, je ne sais pas si c'est de faire le malin, avec mon titre, les GAFAM et la Chine ont-ils déjà gagné? Sous-entendu, en termes de résumé, deux parties de votre livre. Il y a une partie, c'est la rivalité États-Unis-Chine, et puis il y a une partie, c'est les GAFAM contre les États. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'aux États-Unis, c'est plus les GAFAM que l'État. En Chine, évidemment, c'est plus l'État. Est-ce que j'ai raison d'une part? D'ailleurs, ce qui arrivait à Jack Ma l'illustre assez bien, puisque Jack Ma prenait un peu de liberté avec... Patron d'Alibaba, on le rappelle. Patron d'Alibaba, donc la plus grosse capitalisation en Chine, le plus gros opérateur chinois. Et il a pris un peu trop de liberté, et les Chinois ont dit, pas de ça, Lisette, c'est quand même toujours du temps de Mao Tse-tung, on disait que le parti commandait au fusil, maintenant le parti commande au BATX. Et donc on laisse ces opérateurs s'enrichir, ça il n'y a pas de souci. Les BATX c'est l'équivalent des GAFA en Chine, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Et donc là on a dit non, vous pouvez vous enrichir, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous n'intervenez pas, notamment dans les relations avec les États-Unis, notamment par rapport au pouvoir politique, vous ne dépassez pas le trait. Aux États-Unis, et Nicolas en a parlé, c'est vrai qu'on parle de petits génies qui ont développé ça dans leur garage, mais enfin ils ont été quand même largement aidés par le Pentagone au début. Il ne faut quand même pas être naïf. C'est quand même des crédits militaires qui sont venus abonder tout cela. Mais depuis l'origine d'Internet d'ailleurs. Voilà, l'origine, les opérateurs sont restés privés. Parfois ils s'opposent parce qu'effectivement Apple n'a pas envie de ne plus investir en Chine et Apple n'épouse pas la querelle ni de Trump ni de Biden par rapport aux Chinois. Et là on voit que compte tenu de ses propres intérêts commerciaux. Oui, parce qu'il y a 25% de la population mondiale qui sont vendus là-bas. Et puis beaucoup de composants viennent aussi. Donc si Trump met des taxes sur les produits qui viennent de Chine, Apple n'est plus concurrentiel par rapport à d'autres sociétés. Mais là, on voit que même les États-Unis, donc la vague libérale est en train de refluer parce qu'ils ont vu qu'il y avait une concurrence très forte. Parce que finalement, le libéralisme était remis en cause par des situations de monopole. Et un peu comme au début du XXe siècle, on a fait des lois antitrust pour casser des monopoles. Là, on voit bien que des juridictions, et y compris au plus haut niveau de l'État, on s'attaque un peu au monopole des GAFAM et au fait qu'ils ont des monopoles de fait qui pourraient remettre en cause. Alors, plus largement quand même, moi, je n'ai jamais cru, et c'est un débat qui agite beaucoup les gens qui, comme Nicolas et moi, travaillons sur les questions stratégiques, est-ce que les États sont obsolètes? Est-ce que les États ont perdu la partie et les réseaux, les flux ont pris... Bon,
Jamais cru à ça parce que l'État reste quand même le pivot de la vie internationale. Mais les GAFAM pouvaient les menacer. On est arrivé à un point où, en termes de nombre d'utilisateurs, ils ont une population qui est largement supérieure à l'Inde et la Chine réunies. En termes de capitalisation boursière, ils sont plus riches que la plupart des États. Et même la fortune personnelle. La fortune personnelle de Jeff Bezos s'est agrandie de l'équivalent du PIB hongrois pendant la crise de Covid-19. Donc c'est quand même faramineux. Et là, il y a 8 centibillionnaires depuis la semaine dernière. Ils sont 8 à, effectivement, 7 Américains et un Français, à peser plus de 100 milliards de dollars dans le Et donc là, il y avait une remise. Et moi, quand j'écrivais ce livre, il y a 3 événements qui sont survenus en même temps qui m'ont marqué. Le premier, c'est Elon Musk qui aide la NASA à aller sur Mars, dans l'espace. Du temps de Kennedy, la NASA n'avait besoin de personne. Ouais. C'est Bill Gates qui est obligé de faire les fins de mois de l'OMS parce que Donald Trump s'en est retiré. Et c'est Mark Zuckerberg qui dit « Je vais inventer une monnaie, la Libra. Et le fait de battre monnaie, c'est quand même un monopole régalien. Donc on voit que ces grands géants digitaux étaient en train de remettre en cause le principe tout simplement de souveraineté. Est-ce que c'est celui qui a le plus d'argent, qui investit le plus, d'où le fait qu'on parle des États-Unis et de la Chine, qui forcément gagnera cette bataille de l'intelligence artificielle demain, selon vous, Nicolas? Est-ce que le fait qu'on dise, en gros, c'est les États-Unis et la Chine qui vont dominer tout ça, c'est déjà le cas aujourd'hui, c'est uniquement parce que c'est eux qui mettent le plus d'argent sur la table, ou en tout cas, est-ce que c'est largement ça? Non, je pense que il y a évidemment, l'argent est très, très important, mais derrière, il y a les cerveaux, les talents. Et c'est vrai que les États-Unis avaient réussi à attirer, d'ailleurs c'était stupéfiant de voir que la Silicon Valley est en partie française. Parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs français très bien formés qui sont allés... Oui, je citais Yann Lequin tout à l'heure, qui était le patron de l'IA chez Facebook pendant longtemps, qui est revenu au Collège de France. Voilà, mais on trouve des Français dans des positions très importantes chez Google, chez Microsoft, de même qu'on en trouve dans des positions très importantes dans la santé, mais hors de France. Et donc... non, c'est tout un écosystème. Ça a été le génie de la Silicon Valley. Qu'est-ce qu'on avait dans la Silicon Valley? On a eu cet écosystème où on avait des universités de premier plan, il ne faut jamais l'oublier, parce que c'est là que tout commence. On avait des gens qui faisaient du capital investissement. On avait l'argent public de la DARPA qui arrivait à flot. Et on avait des grandes entreprises qui aussi participaient de ce système, et puis des pouvoirs publics qui aidaient tout ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui dans l'espace, ils sont 2, Musk et Bezos, mais c'est 2 enfants de la NASA. Ouais. L'argent, c'est pas le leur, c'est celui de c'est celui de la NASA. Le système chinois est extrêmement différent. D'abord, il est très opaque. Ensuite, il y a encore là-dedans des choses qui ont été dérivées des entreprises d'État. Et surtout, maintenant, comme on l'a dit, il y a eu il y a une reprise en main par le Parti communiste des entreprises en général et des entreprises de technologie en particulier. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a un mouvement commun, et ça c'est vrai, c'est que le pouvoir politique aujourd'hui reprend la main. Et il y a 3 modèles très différents. Donc, le modèle totalitaire en Chinois, Chine. Ouais. Donc, l'exemple, c'est Jack Ma. Effectivement, le commerce en ligne... Quand une tête dépasse, on s'occupe, on l'emmène 3 semaines, on lui fait comprendre la vie. Le commerce en ligne en Chine, c'est aujourd'hui 30% de la consommation. Et Alibaba fait la moitié. Donc, ça veut dire que Jack Ma contrôle 15% de la consommation de la deuxième économie du monde. Ça donne une idée du poids. Et là où les choses ont explosé, c'est-à-dire que c'est intéressant, c'est que les Chinois ne veulent pas perdre le contrôle du capitalisme. Et donc, là où Jack Ma a fait une erreur, c'est avec l'entrée en bourse de ANT, mais qui était liée au fait de vouloir complètement déréguler la finance et de faire du crédit en ligne. Et ça, les Chinois qui avaient déjà cassé le casino en ligne, parce que les gens de Macao étaient allés s'installer au Cambodge et ils ont liquidé ça parce qu'ils ne voulaient pas avoir du jeu en ligne incontrôlé avec des bulles. Et là, ils ont expliqué qu'ils ne voulaient pas, ils veulent contrôler le crédit parce qu'ils savent qu'ils sont déjà surendettés. Donc le modèle totalitaire chinois, on comprend bien. Alors, modèle américain, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était modèle libertarien et il y a reprise en main. Reprise en main avec, pour moi, effectivement, 2 coups de gong, l'élection présidentielle de 2016 et ensuite Zuckerberg et le Libra. Ça, c'est fondamental. Là, je pense qu'il a fait une énorme erreur. Il a cédé à la démesure et que quand... en fait...
il réassurait plutôt le monopole du dollar. Mais l'idée d'avoir une monnaie privée qui vienne concurrencer le dollar comme monnaie internationale, même si elle était adossée au dollar, en dehors, c'était insupportable. Ça a réveillé tout le monde. Et ça a réveillé tout le monde. Alors, le réveil américain, c'est comme toujours droit de la concurrence. Je rappelle que la première, avant la Banque centrale, elle date de 1913. Le Sherman Act, c'est 1890. Donc la première régulation aux États-Unis, c'est la concurrence. Sherman Act 1890, démantèlement de la Standard Oil 1911, démantèlement d'AT&T en 1982. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on est en train de réintégrer le GAFAM dans le droit de la concurrence. Et c'est vrai que, par exemple, la position de Facebook est ahurissante, où Facebook rachète toute messagerie qui commence à avoir du succès. Donc on se retrouve avec une entreprise qui finit par avoir des milliards de gens dans ses messageries, avec des modèles plus ou moins ouverts, plus ou moins... Bon, et troisième modèle quand même d'un mot, modèle européen. Voilà. L'Europe était le leader de l'industrie des télécoms en 2000, elle a tout perdu. Elle n'existe pas industriellement dans Internet, mais elle existe dans la régulation. Le RGPD, c'est la première régulation des données. Aujourd'hui, l'Europe est en train d'essayer de mettre en place avec... La Commission vient de publier sa proposition de réglementation sur l'intelligence artificielle. Donc effectivement, on retrouve ce rôle de réglementation. Un cadre de réglementation global. Qui a vocation et qui de fait s'exporte, puisque il est à peu près le seul. Donc, est-ce que c'est tenable à terme d'inventer la régulation d'une industrie dont on a perdu complètement dont on n'est pas partie prenante, de fait. Voilà, comme utilisateur, mais pas comme producteur. C'est une situation qui est originale, mais par exemple, le RGPD, force est de constater que, y compris les GAFAM, appliquent une partie des normes du RGPD, y compris en dehors d'Europe. Parce qu'ils se sont dit que, pour des raisons y compris commerciales, il valait mieux avoir un cadre, même pas parfait, plutôt que pas de cadre du tout sur le moyen terme. Sur les États-Unis, Pascal, vous avez écrit votre livre avant l'élection. À un moment, vous dites les États-Unis face aux GAFAM. Comment les États-Unis peuvent-ils réagir face aux GAFAM pour ne pas subir leur concurrence au point de voir leur souveraineté mise en cause? Ils pourraient faire leur travail de perception fiscale, ce qui représenterait déjà un projet. Cela exigerait d'inverser la courbe de phobie fiscale et d'anti-étatisme surpuissant régnant depuis les années 1980 et l'impulsion de Reagan. On dirait que c'est parti. Bah oui, là, c'est vraiment, effectivement, c'est la grande surprise. Puisque, alors que les États-Unis ont quand même lancé le mouvement de défiscalisation, de diminution des impôts, c'était quand même, on était taxé à 70, la tranche marginale était quand même à 90% pendant le New Deal, et 70% pendant la guerre du Vietnam, la tranche marginale, pas la tranche principale. Reagan a baissé, mais même Clinton a baissé. Ça a été une baisse, et Trump a aussi baissé. Et donc là, Biden... on a l'impression alors on dit que c'est de la social-démocratie, je ne crois pas quand même, mais en tous les cas, il veut redonner un peu de poids à l'État. Et on a arrêté de dire que l'État n'est pas la solution, l'État est le problème. Biden pense que l'État peut être une partie de la solution et que notamment le Covid-19, si on veut vacciner en masse, si on veut relancer, il a besoin aussi d'argent. Et donc c'est cohérent dans une espèce de reprise en main aussi des géants technologiques que sont les GAFA, et que d'abord en leur faisant payer l'impôt. Oui, d'une part, parce qu'il y a aussi toute la régulation dont Nicolas parlait par rapport à l'antitrust, mais aussi effectivement le fait que il faut prendre l'argent là où il est pour financer ces gigantesques plans de relance ou d'infrastructure, et que les GAFAM ont des cagnottes bien remplies dans lesquelles il va aussi taxer. Ils ont, les GAFAM, disons-le, se sont aussi beaucoup développés par l'évasion fiscale. Ils ont été les champions. Ils payent des gens très compétents. Optimisation fiscale. Pour optimiser, voilà. Ils payent des gens très compétents qui effectivement traduisent évasion par optimisation. Donc c'est quand même déjà une première chose. Et là, parce qu'à côté, l'IRS américaine, ils ne sont pas très bien dotés. Ils ne jouent pas à armes égales. Donc là, effectivement, il y a une sorte... Dans le dernier plan, le Family Plan, il y a 90 milliards pour l'IRS, rien que pour améliorer l'administration qui va demain percevoir les impôts en Grande-Bretagne. Comme les impôts étaient déconsidérés, les talents n'allaient pas naturellement travailler pour l'IRS. Oui.
Est-ce que vous pensez que le rôle de l'Europe éventuel là-dedans, technologiquement c'est compliqué, vous pensez comme Nicolas que l'Europe peut arriver par la fenêtre avec une espèce de prétention à réguler quelque chose dont elle n'est pas partie prenante en tant qu'acteur? Vous ne pouvez pas réguler ce que vous ne maîtrisez pas. Ça, je ne crois pas. Il faut d'abord qu'on maîtrise les choses et qu'on se relance. Donc il y a des plans ambitieux, notamment ce que dit Thierry Breton, et on peut le croire, c'est que pour les données personnelles, c'est foutu. On est trop loin, on ne va pas créer un genre numérique de données personnelles. Pour ce qui est des données de santé, pour ce qui est des données industrielles, on en est au début. Là, on peut en faire quelque chose. Nicolas parlait de ce qu'on a perdu depuis 2000. Je me rappelle qu'en 2002, l'Europe devait lancer les autoroutes de l'information. Après le sommet de Lisbonne. Et n'a rien fait du tout. Donc il faudra voir par rapport au plan que l'on annonce aussi bien en France qu'en Europe, est-ce que ça sera de nouveau des effets d'annonce qui ne seront pas suivis d'effets? Ou est-ce que après les annonces, il y aura des effets? Est-ce qu'il y a suffisamment de dizaines de milliards d'euros en Europe qui puissent être mis sur la table par rapport aux moyens qu'on évoquait tout à l'heure, des géants chinois avec l'État chinois derrière ou des géants américains? On est en retard, mais quand même, il y a des plans. Alors, c'est pas tout à fait, effectivement, on est encore un peu en retard, mais on est en mesure de combler une partie de notre retard et on sait après qu'il peut y avoir un cercle vertueux. C'est vrai qu'il est quand même tout à fait anormal que les plus brillants cerveaux que l'on forme, parmi les plus brillants cerveaux, beaucoup partent à l'étranger. Y compris, par exemple, je prends l'exemple de Cédric Villani, qui est une sorte de génie. Dans son équipe, lorsqu'il a fait un rapport, certains de ses collaborateurs sont partis depuis à l'étranger parce qu'on leur offre des meilleures conditions. Et là, bon, je laisserai Nicolas parler là-dessus, il y a un tas de blocages dans la société qui fait que si les gens partent, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas la France, c'est qu'on leur donne des conditions de travail qui ne sont pas satisfaisantes. Et c'est pas seulement l'argent qui les intéresse, c'est aussi pouvoir faire des choses, des projets en grand. Oui, c'est pas forcément l'argent pour eux, mais c'est l'argent pour travailler, c'est-à-dire les moyens dont on dispose. De travailler, de ne pas avoir trop de barrières, etc. Et bon, là, je laisse Nicolas parler là-dessus, parce que c'est quand même, il a une production assez importante sur le sujet. Très vite, c'est le blocage important. Alors, d'abord, sur l'argent, il y a quand même une occasion unique à essayer d'utiliser, parce que les 750 milliards d'euros du plan de relance européen, on peut dire que c'est pas assez, mais il y a aussi des plans de relance. Mais c'est vrai qu'il va falloir le mettre sur les bonnes priorités et ne pas faire des éléphants blancs. Donc, c'est pas sûr que l'idée de refaire des grands programmes nationaux sur la batterie électrique, sur l'hydrogène, etc., est-ce que c'est la bonne solution? C'est pas sûr. Peut-être qu'il faut davantage miser effectivement sur le capital humain. Et sur le capital humain, c'est certain que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs ne partent pas particulièrement pour l'argent, mais ils partent à cause des moyens de recherche et aussi à cause d'un cadre de recherche d'une la réglementation. Liberté, oui. Regardez Emmanuelle Charpentier, c'est une Française prix Nobel, mais c'est pas un prix Nobel français, elle a fait toute sa carrière à l'étranger. Si elle avait voulu faire les ciseaux, ces fameux ciseaux ADN en France, elle ne peut pas. Elle n'aurait jamais eu l'autorisation de... toute la recherche sur les OGM en général, effectivement, voilà, sur la génétique globalement est très je trouve parfaitement normal qu'on ait des débats politiques sur l'utilisation ou pas des OGM. Mais avoir fait ce qu'on a fait, c'est-à-dire interdire toute recherche sur les OGM dans un pays qui était un des pays normalement leader de l'agroalimentaire, qu'est-ce qu'on a fait simplement? Aujourd'hui, la France n'est plus un des leaders de l'agroalimentaire. Et dans les derniers trucs qui sont encore possibles, derrière, il y a la deuxième couche des faucheurs volontaires qui souvent sont capables de mettre à mal, effectivement, aussi des travaux de recherche. Il nous reste à peine 5 minutes. Je voudrais qu'on, conformément à l'habitude dans l'émission, c'est l'after qu'on balaye 2-3 sujets. On va rester non pas dans l'intelligence artificielle, mais dans les relations internationales. On quitte l'intelligence artificielle, deux sujets d'actu dans les relations internationales pour terminer avec vous deux grands spécialistes de la chose. La France aujourd'hui a confirmé, plutôt l'Égypte qui a confirmé le rachat de 30 Rafales supplémentaires. La ministre des Armées, regardez, s'en félicite. L'Égypte, notre partenaire stratégique, ce succès à l'export est crucial pour notre souveraineté et le maintien de 7000 emplois industriels en France pendant 3 ans. Le Rafale démontre à nouveau là. Évidemment, c'est l'Égypte, il y a petite polémique. Fabrice Arfid, Mediapart, armée une dictature qui massacre les valeurs que l'on invoque à longueur de journée. Voilà, manque de cohérence.
Gérard Haro lui répond, ancien ambassadeur de France à Washington, la cohérence n'a jamais été une valeur en politique étrangère. Prouvez-moi que ne pas vendre des Rafales, c'est améliorer les droits de l'homme en Égypte. Réel politique en Égypte, on met... Je ne suis pas sûr que c'est la réelle politique sur le long terme. Je ne suis pas sûr de la solidité du régime égyptien. Ouais. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient l'argent pour acheter des Rafales. D'ailleurs, on garantit... Ah ben on le donne l'argent. C'est un prêt, il est garanti à 85% par la France. Bah, c'est peut-être problématique. On a eu quand même dans le passé des avions qu'on a vendus et qu'on a payés. Ouais. Je me rappelle notamment en Irak. Donc c'est bien que Rafale soit exporté. On l'a très longtemps attendu. Mais là, il y a quand même une petite fragilité. Il y a une petite fragilité. On a raison de vendre des Rafales à l'Égypte, à fortiori en leur prêtant l'argent. Alors je pense qu'on a raison de vendre des Rafales. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie française. Mais surtout, c'est vrai que l'Égypte n'est certainement pas un pays stable. Mais c'est vraiment, pour le coup, quand on parle de pays stratégiques, c'est vraiment le cas. Parce qu'il y a 3 grands pays en Afrique qui sont le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. C'est quand même les 3 puissances. L'Égypte est vitale pour le Moyen-Orient. Et l'Égypte est très importante pour la Méditerranée. Et là, la France a vraiment besoin d'avoir dans cette région qui l'intéresse directement, Méditerranée, un partenaire... Un partenaire clé. Alors, comme c'est évidemment un partenaire clé au plan stratégique, il est évident que personne ne va dire que l'Égypte est ni un pays stable, ni une démocratie. Oui, mais bon, à une époque, on disait c'est un salaud, mais c'est notre salaud. C'est les Américains qui disaient ça sur un certain nombre de dictateurs. Je dis, c'était l'expression à l'époque. On reste dans les relations internationales. Madame Clinton, ancienne secrétaire d'État de Barack Obama, ancienne candidate, il y a 4 ans, elle a mis en garde Monsieur Biden contre les huge consequences, les très grosses conséquences de la décision de poursuivre ce qui avait été la décision de Trump, du retrait complet des troupes américaines en Iran. Je crois qu'il y a 3 mois de repris on est passé de juillet à septembre. Globalement, on sait que les talibans vont reprendre le contrôle assez rapidement, on peut le craindre, du pays. Les Américains ont raison. En même temps, ça fait 20 ans, c'est leur plus gros conflit. Alors, ils sont arrivés à rien. En fait, la mauvaise guerre d'Irak a tué la bonne guerre d'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est là où tout a commencé avec Ben Laden. C'est le début de ces 20 ans de djihad maintenant. Et il est vrai que de toute manière, les États-Unis n'avaient pas d'autre choix que d'intervenir. Le problème, c'est qu'ensuite, ils sont partis pour aller s'intéresser à l'Irak et que, par ailleurs, l'idée de créer une espèce de démocratie en Afghanistan, de projeter de l'extérieur des institutions occidentales, a été une catastrophe complète. Donc aujourd'hui, de fait, il n'y a plus de bonnes décisions. Les Américains doivent sortir de ce pays, ça ne sert à rien de rester. Et en partant, il est clair que les talibans vont revenir. Ils ont pris l'engagement de ne plus servir le terrorisme international, mais on peut quand même avoir des gros doutes. Et par ailleurs, il faut quand même rappeler qu'Al-Qaïda aujourd'hui n'a plus de base fixe comme auparavant, mais il y a quand même 2 fois plus de combattants d'Al-Qaïda aujourd'hui qu'il y en avait en 2001. Et que, par exemple, AQMI au Sahel, ce sont quand même nos adversaires prioritaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Premièrement, c'est sûr qu'il va falloir continuer à surveiller l'Afghanistan, mais de l'extérieur, parce qu'il faut éviter que ça redevienne, si les talibans arrivent au pouvoir, ça redevienne une base arrière du terrorisme international. Infrastructure du terrorisme international. Et par ailleurs, il faut mettre en place, enfin, une stratégie de lutte contre le djihadisme qui soit une stratégie beaucoup plus globale, qui intègre la dimension sécuritaire, mais aussi les autres éléments, développement économique, partenariat stratégique. Pascal, au bout de 20 ans, les Américains pouvaient faire autre chose que... Ce qui vient d'être dit, mais on aurait pu rester 10 ans de plus, ça n'aurait rien changé, sauf plus de morts et plus de dépenses. On a dépensé 1500 milliards de dollars en 20 ans. Les Américains, oui. Les Américains, oui. Nous aussi, on a quand même dépensé. On a contribué au début. Les hommes, quand même. Et c'est donc c'est un échec pathétique et très profond du fait de ce choix de faire la guerre en Irak, effectivement. Et donc là, ça sert quand on a échoué. Quand Churchill disait quand on est au fond du trou, il faut arrêter de creuser. Donc on aurait pu rester, continuer à creuser, mais on n'aurait pas inversé. Cette guerre n'était plus gagnable. Il ne faut jamais oublier que c'est une défaite pour les États-Unis, mais c'est aussi une défaite pour l'OTAN. Parce que l'OTAN a été engagée. C'est quand même les Français, comme le rappelait Pascal, y compris donc, avec c'est quand même une chose qu'il faut qu'on ait en tête au moment où l'administration Biden nous revend
une alliance, grande alliance des démocraties sous pilotage américain, avec l'idée poussée par les Britanniques d'étendre le périmètre de l'OTAN et d'aller faire de l'Indo-Pacifique. C'est pas forcément, il n'y a pas forcément là, de mauvaises idées. Hein. Non, mais il n'y a pas forcément que de mauvaises idées là-dedans, mais ça mérite d'y réfléchir quand même un peu à la lumière de ce qui s'est passé en Afghanistan. Allez, c'est fini pour ce soir. Merci messieurs. Je rappelle, voilà, cette géopolitique de l'intelligence artificielle aux éditions Erol, signé Pascal Boniface. Merci d'avoir été à mes côtés. Merci Nicolas Bavrez. Très bonne soirée à vous. À demain.